BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Et c'est l'heure des experts de l'IMO sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et ça démarre par cette séquence. Comme tous les jours de la semaine, le pro de l'IMO, on donne la parole à un professionnel de ce secteur de l'immobilier pour un témoignage terrain de son métier. Aujourd'hui, on va parler immobilier d'entreprise. Est-ce que vous connaissez les 3 règles en immobilier d'entreprise? Alors oui, il y a l'emplacement, mais il y a aussi l'occupation. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, ce sera le moment du débat du jour. Aujourd'hui, on va faire le tour du marché de l'immobilier ancien, puisque ça y est, le premier semestre est passé, ou quasiment, puisqu'il faut attendre la fin du mois de juin. On va parler vente, prix, rénovation. On fera le tour de ce marché. Mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Barbara Kirali, que je suis tellement heureuse d'avoir en pro de l'IMO. Barbara, feu journaliste, déléguée générale de l'Association des directeurs immobiliers. Bonjour Barbara. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir. Ah bah non, mais c'est un plaisir pour moi surtout et pour nos auditeurs et téléspectateurs, parce qu'à chaque fois c'était déjà très très limpide quand vous étiez au moniteur. Ce le sera encore plus sur un sujet qui peut paraître un peu plus niche, puisque là on va parler spécifiquement, finalement je le disais en préambule, de ces règles en immobilier d'entreprise. Donc vous êtes à la tête notamment de l'Association des directeurs immobiliers, et on voulait parler ensemble de ce sujet de... Comment, en fait, quand je suis un patron, je décide de mon implantation, en fait. Et c'est vrai que je disais l'occupation, mais oui, votre anecdote que vous allez nous partager, finalement, c'est de dire, on aura beau faire le plus beau bureau du monde, s'il n'y a personne dedans, à quoi bon, quoi? Exactement. Ce qui fait la valeur d'un bureau, finalement, c'est l'usage qu'on en fait, et donc c'est qu'il soit occupé par les salariés de l'entreprise. Et l'anecdote, c'est celle d'un directeur immobilier. Donc je rappelle, un directeur immobilier, c'est la personne qui gère l'immobilier d'une entreprise, donc plutôt d'une grande entreprise. Chez nous, c'est le CAC, le SBF 120 et les grandes administrations. Et donc, ce directeur immobilier était ravi de présenter les nouveaux locaux à son PDG. Il avait livré un bel immeuble au dernier cri en termes de performance énergétique, en termes de localisation, en termes d'aménagement et de technologie. Le PDG est ravi, mais il déplore que le taux d'occupation soit perfectible. Autrement dit, il n'y a pas assez de collaborateurs dans les bureaux. Et ça, c'était juste après la crise sanitaire. Mais parce que du coup, justement, comme vous le dites, Barbara, comme c'était juste après la crise sanitaire, est-ce que ce directeur, il avait peut-être pas bien compris ce qu'avait finalement provoqué la crise Covid, la généralisation du télétravail? Est-ce que c'était un sujet d'emplacement? Est-ce que c'était un sujet de typologie des bureaux? Vous avez réussi à mettre le doigt sur la problématique qui justifiait finalement la trop faible occupation aux yeux du PDG? Alors, on était en 2021. Il faut savoir que l'immobilier, c'est un temps long. Donc, ça veut dire que le coût était parti en 2019. Donc, l'immeuble a été livré. Et aussi qu'en 2021, on n'était pas encore tous au fait des bonnes pratiques. On n'avait pas atterri. Les entreprises étaient encore en test and learn. Et donc, aujourd'hui, on a publié une étude qui s'appelle le baromètre des implantations tertiaires. On l'a fait avec la Française Euroméditerranée et EY, qui montre que les entreprises se sont stabilisées. On est à 2 jours de télétravail, et qui montre aussi que depuis le Covid, les entreprises n'ont pas chômé, en tout cas mes directeurs immobiliers. Il y en a 2 tiers qui ont réaménagé les bureaux, justement pour répondre aux besoins des salariés, 2 tiers qui ont passé les salariés en flex office, et la moitié qui ont renégocié les baux pour les réviser à la baisse, notamment en termes de conditions financières. Donc ils ont mieux négocié les conditions financières de leurs baux. Mais ça veut dire quoi? Je vous interromps, Barbara, mais ça veut dire quoi? Parce qu'on va repartir sur l'anecdote. Une fois qu'on a dit, c'était bien quand on a lancé le projet en 2019, mais maintenant 2021, c'est un peu has-been votre truc. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en 2021, ils étaient 50% à dire qu'ils allaient réduire les surfaces occupées par leur entreprise, de plutôt 20 à 30%, pour regrouper des sites, pour regrouper les salariés et les placer sur les meilleures localisations, c'est-à-dire à côté des transports en commun, pour que l'immeuble soit hyper accessible. Et aujourd'hui, en 2025, ils sont encore 50% à dire qu'ils vont réduire de 20 à 30% les surfaces, parce qu'on a évalué qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau est occupé à peu près à 60%, avec de grandes déperditions. Par exemple, il y a 3 fois moins de salariés le vendredi que le mardi. Ouais, c'est l'occupation en M, c'est ça, Barbara, non? Avec des pics d'occupation les mardis et le jeudi. Donc tout l'enjeu, c'est de lisser l'occupation du lundi au vendredi. Et ça, c'est plutôt à la main de la DRH et des managers, finalement, qui doivent être présents sur site
pour que les salariés viennent au bureau, parce qu'on vient au bureau, pourquoi? On les a sondés aussi, nos directeurs immobiliers. On vient au bureau pour recréer du collectif. En fait, il faut recréer une équipe avec les mêmes joueurs, celle du Covid. Et il faut aussi rattacher le salarié à la culture d'entreprise. Il faut aussi accueillir les nouveaux arrivants, leur apprendre leur métier. C'est à ça que sert un bureau. Et comment est-ce qu'on va choisir un bureau, une nouvelle implantation? Parce qu'on peut déménager aussi pour aller dans des meilleures implantations, peut-être un petit peu plus petites, mais qui sont mieux implantées. Eh bien, le premier critère, c'est la localisation. Le deuxième critère, c'est le coût au mètre carré par collaborateur. Et le troisième critère, c'est la performance RSE. Juste une dernière question, Barbara, et après on boucle la boucle. Ils l'ont gardé, le bureau livré en 2021 de notre histoire de démarrage? Mais bien sûr qu'ils l'ont gardé parce qu'il était hyper bien placé. C'est juste que du coup, ils ont mis plus de personnes attachées sur un même site. Bon, bah voilà, il y a des solutions. Et si vous ne la voyez pas, la solution, vous appelez Barbara Kirali, déléguée générale de l'Association des directeurs immobiliers. On se reverra sans faute à la rentrée, Barbara, et avec grand plaisir, vous viendrez en plateau. Je serai ravie de vous retrouver. Si, comme Barbara, vous avez des témoignages à nous apporter, on a une adresse mail, ça tombe bien, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Tout de suite, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Assad Moueb, président de la Fédération de diagnostiqueurs FedExpert. Bonjour Assad. Bonjour Marie. Ça faisait longtemps. Et puis à ma droite, Loïc Quentin. Lui aussi, ça faisait longtemps, le président de la FNAIM. Bonjour Marie. Loïc. Vous êtes tous les deux sur ce plateau parce qu'on s'était dit que ce serait quand même le moment, on est en juin, de faire un bilan complet de ce marché de l'immobilier ancien pour le coup, puisqu'on va parler achat, location et rénovation. Et j'ai envie de dire que cet enjeu de performance énergétique de nos biens immobiliers, finalement, il influence aussi le volume de vente, les prix et notre capacité à avoir un marché locatif. Alors déjà, on va démarrer, Loïc. Vous avez publié il y a quelques jours vos derniers chiffres à la FNAIM. Très rapidement, on en est où? Des prix et des volumes sur ce marché de l'immobilier ancien. Alors embelli sur le marché que l'on a constaté, et notamment qui va durer jusqu'à fin 2025, au moins ça nous en sommes sûrs, avec une augmentation prévisible des volumes de 11%. Ah ouais, 2025 par rapport à 2024. Voilà. On devrait atterrir à 940 000 transactions, nouvelle version de comptage INSEE gouvernement, puisqu'il a été modifié, et également avec une reprise ou une stabilisation totale des prix, voire uniquement, des prix indexés sur l'inflation à la fin de l'année. Donc, la chute des volumes a été enrayée, la chute des prix a été enrayée, et aujourd'hui, les indicateurs, s'ils restent stables, qui ont permis, notamment grâce à 8 bases successives de la Banque Centrale Européenne, de retrouver un pouvoir d'achat et de redonner de la capacité d'emprunt aux ménages. Voilà, sont des signes finalement encourageants pour un marché qui retrouve des couleurs. Mais attention, nous sommes là qu'au volume de fin 2023, donc ce n'est quand même pas forcément une embellie. C'est pas stratosphérique, mais si on se maintient à un rythme de 950 000 ventes et des prix qui se stabilisent, c'est parfait. Ça me paraît être un bon marché quand même. C'est très bien. On a connu pire. Il y a le seul marché de l'investisseur, là, qui faiblit et qui est en grande difficulté. Et justement, on en parlait avant que vous arriviez et que vous veniez en plateau avec Assad, et il me disait, il y a quand même un sujet sur cette crise du logement, c'est qu'aujourd'hui, elle est vachement drivée quand même par la performance énergétique de nos biens immobiliers, par ce sujet de la rénovation, par ce flou intersidéral auprès des diagnostiqueurs, auprès des rénovateurs. Aujourd'hui, c'est ça le problème en fait sur ce marché, parce qu'on dit ça va mieux, on peut acheter, les taux ont baissé, ça va quand même nettement mieux, mais il reste un gros point noir, quoi. Comme il l'a si bien dit Loïc Quentin, le problème reste l'investisseur. Et l'investisseur, il est plombé, d'une part par la pression fiscale, mais ça a toujours existé et il faut s'adapter. Mais il est aujourd'hui plombé par les contraintes liées à la rénovation énergétique, notamment le DPE. Voilà. Et il faut savoir que dans maintenant moins de 30 mois, on va avoir une possible interdiction des logements classés Dites F possible, également. Assad, parce que normalement, c'est sûr, hein. C'est sûr dans les textes, mais on se rend compte qu'à mon avis, il va falloir faire quelque chose. Parce que si on veut exclure 5 à 7 millions de passoires du marché locatif, alors qu'on est déjà ultra tendu, à mon avis, ça ne va pas être une bonne solution. On rappelle, donc depuis le 1er janvier, les logements G sont interdits à la location. À partir du 1er janvier 2028, ce seront les F et 2034, les E. Tout à fait. Donc ce sont des échéances qui sont très serrées. Ouais. Ça exclut des millions de logements du parc, et ça, c'est pas entendable qu'on est sur un marché hyper tendu, et c'est surtout très, très, très compromis pour les investisseurs. Voilà, nous, on a beaucoup en ce moment d'investisseurs qui nous contactent pour se demander s'ils doivent investir, pour ceux qui n'ont pas encore de biens. Ou s'ils doivent vendre. Ou s'ils doivent vendre. Déjà.
Et je vais être très honnête avec vous, nous, ce qu'on leur conseille, c'est de ne pas investir dans une lettre E, F ou G. Voilà, tout simplement, parce que le rendement va se retrouver médiocre. Mais attendez, Loïc, à un moment donné, on s'était dit quand même sur ce plateau qu'il y avait peut-être des opportunités avec les passoires thermiques, en se disant ça y est, il y a une valeur verte qui s'est créée, donc il y a des décotes, donc il y a peut-être un petit coup à jouer sur un bien qui vaut pas cher et que je vais rénover, c'est plus ça ? Oui, bien évidemment, parce qu'il y a quand même encore des mécanismes, notamment de déduction des travaux de rénovation énergétique qui sont permis à un investisseur et qui permettent également de retrouver un déficit foncier. Donc ça peut être un bon levier d'investissement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut de la visibilité, notamment sur l'acte et sur l'engagement. Or, aujourd'hui, l'ensemble des copropriétés ne sont pas notamment, je dirais, à jour ou notamment sur le point de démarrer des travaux de rénovation énergétique. Donc il faut une visibilité à 6 mois ou 1 an. Ça empêche un pouvoir de décision. Donc, parce que le système, il est compliqué, il est complexe à mettre en œuvre, on vient d'avoir uniquement le décret sur l'emprunt collectif. Et on va le passer encore au CNTJ très prochainement. Donc aujourd'hui, on est en retard, je dirais. Autant le législateur a voulu être exemplaire, je dirais plus vertueux que l'ensemble des pays d'Europe, en taxant l'indécence du parc locatif, en mettant ça comme menace pour exécuter une décision. La décision, elle n'est pas là. Donc aujourd'hui, on est, je dirais, au démarrage d'une stratégie de rénovation. Maintenant, si vous prenez une maison, une monopropriété avec des travaux de rénovation, on pourrait imaginer, il n'y a pas la copropriété. Mais c'est là, plus simple. L'ampleur des travaux est telle sur un marché, et notamment avec des petits prix. Si c'est des petits prix, les travaux sont très importants. Si c'est un gros prix, les travaux sont tout aussi importants. Mais le rendement n'est pas là. Mais on a ma prime rénov'. Mais le rendement, ma prime rénov', c'est pas pour l'investisseur. Et puis dans tous les cas, c'est possible. Alors, c'est possible de bénéficier de ma prime rénov' quand on est propriétaire bailleur. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même, je dirais que sur ma prime rénov', c'est quand même la valse des incitations, quoi. Alors oui, ma prime rénov', je vous ai cherché à volonté. Elle a quand même du succès. Tant mieux. Au moins, c'est le problème d'ailleurs. 3 fois plus de demandes que d'enveloppe budgétaire. Bien oui, ok, ma prime rénov' a du succès. Maintenant, que fait-on si on n'a pas les moyens de ses ambitions ? C'est là la question qu'il faut poser. Et à un moment, on ne va pas sacrifier notamment le parcours résidentiel des Français et notamment des locataires, avec un parc qui est en grande difficulté. Sur la rénovation énergétique, moi je dis souvent, 1/3 de nos propriétaires décident de vendre plutôt que de rénover. Voilà, c'est ce que disait Assad. C'est ce que disait Assad. Tout à fait. Mais Assad, moi du coup, en plus, j'ai décidé de vous fâcher ce matin sur le plateau. Mais on aime ça, Marie. Puisqu'on parle des interdictions à la location des passoires thermiques, figurez-vous que demain, il me semble, ou au pire, après-demain, on a une proposition de loi transpartisane qui va être déposée à l'Assemblée nationale pour lutter contre, figurez-vous, les bouilloires thermiques. Ah. Et dans ce texte, les parlementaires proposent d'interdire à la location à partir de 2030 les pires bouilloires thermiques. Écoutez, nous, on a été consultés sur le sujet, donc on a amené nos contributions. Nos contributions, elles étaient effectivement, au niveau du logiciel, apporter un peu plus de fiabilité pour avoir des indications claires sur le confort d'été. Mais de là à aller encore pratiquer des interdictions, nous, on était... contre à 100%. Mais Assad, justement, vous êtes diagnostiqueur, donc ça figure comment dans le diagnostic de performance énergétique, ce confort d'été? Quel indicateur je peux avoir? Non, aujourd'hui, les indicateurs de confort d'été, c'est le diagnostiqueur qui va les entrer, et vous pourrez d'ailleurs maintenant, avec le QR code qui va être affiché en tête de rapport, vous pourrez flasher ce QR code et regarder toutes les données qui ont été entrées, dont les données du confort d'été. Et ces données de confort d'été, elles étaient basiques, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est occulte? Est-ce qu'il y a un isolant en toiture, sans savoir si l'isolant il a une performance en été ou uniquement en hiver. Vous voyez, c'était des choses... Il était légitime, en fait, de revoir ces choses-là pour avoir un indicateur plus fiable et plus fin. Tout à fait. Mais de là à aller encore demander une interdiction, ça, je pense que c'est trop. Du moins, pour le moment, on n'a même pas fiabilisé le confort thermique d'hiver du logiciel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en est encore là aujourd'hui. C'est qu'on a fait plein de réformes là, qui vont entrer en vigueur et qui viennent de sortir ce mois de juin, mais on n'est pas encore en fiabilisation totale sur le confort thermique d'hiver. Donc de là encore à parler d'interdiction en été, je pense que très sincèrement, le peu d'investisseurs encore qui restent aujourd'hui sur le marché de l'immobilier ou qui veulent y entrer, ils vont disparaître complètement. Loïc, avis partagé ? Je dirais que de toute façon, tout le monde aujourd'hui veut s'illustrer à déposer un projet de loi, alors que des lois qui sont essentielles, qui ont déjà été adoptées par le Sénat, je pense à la loi Gacquer, et notamment qui visait à mettre en œuvre des simplifications, des exonérations de rénovation dans les copropriétés, à apporter un éclairage sur la mise la prise d'effet
de l'indécence énergétique. Vous savez que la loi telle qu'elle est précisée, c'est les logements loués au 1er janvier sont indécents. La loi visait dit que non, on l'appliquera qu'au renouvellement. Même cette loi-là, cette PPR, adoptée au Sénat, l'Assemblée nationale ne sera pas inscrite à son agenda et ça ne sera pas avant septembre. C'est dire, je dirais, le contexte aujourd'hui avec 11 groupes parlementaires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet essentiel pour le parcours résidentiel des Français, mais qui s'illustre, je dirais, individuellement par un esprit corporatiste à vouloir déposer des PPL qui n'ont rien à voir. On est d'accord quand même, messieurs, parce que là, j'entends bien effectivement qu'il y a une crise historique de l'offre locative en France et qu'il faut quand même inciter les propriétaires à faire de l'investissement locatif, mais enfin n'empêche, ces bouilloires d'été, ce confort d'été, à un moment donné, il faut qu'on en parle, parce que c'est quand même assez dramatique. Si je peux me permettre, Marie, ce n'est pas dans l'état d'esprit du DPE. C'est-à-dire que le DPE a été créé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on parle de confort d'été, ce qui n'est... Voilà, oui, mais on parle de décence. Là, en l'occurrence, on parle aussi de décence du logement, en fait. Mais on n'est pas dans l'état d'esprit du DPE. C'est-à-dire, soit on crée un autre dispositif et on le travaille comme il se doit, mais on ne peut pas inclure ça dans le DPE. Le DPE, il était là à la base, a été créé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et non pas, en première intention, oui, mais vous orientez à ça, vous orientez aussi sur les travaux. Quand j'ai bossé un tout petit peu, parce que ça m'arrive de temps en temps sur les bouilloires thermiques, on découvre qu'il y a des travaux qui sont par exemple contre-productifs, qu'on va faire pour avoir moins froid l'hiver, mais qui font faire qu'on va avoir plus chaud l'été. Typiquement, l'isolation du plancher. Tout à fait, c'est quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas faire. Le choix des isolants, vous le disiez. C'est le travail du diagnostiqueur qui est compétent pour, lorsqu'il émet ses préconisations de travaux, puisse être cohérente en hiver et en été. Et ça, c'est le travail du diagnostiqueur ça a toujours été. Voilà, si vous avez affaire à un diagnostiqueur compétent, les recommandations qu'il mettra en hiver devraient fonctionner aussi en été, parce qu'il y a aussi cette notion de faire des recommandations cohérentes. Donc on a parlé de cet impact de la rénovation au sens large sur le marché locatif. Ça en a aussi sur le marché de la transaction quand même, Loïc. Parce que cette valeur verte dont je parlais rapidement, aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, il ne vaut pas forcément le même prix quand il est DPE F ou G que quand il est DPE C aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ça drive le marché aujourd'hui, ou c'est uniquement les taux d'intérêt ? Le message envoyé, il est très mauvais, parce que dans tous les cas, la valeur verte, bien évidemment, que oui, c'est la valeur d'avenir. Aujourd'hui, comment faire la comparaison entre une valeur verte et une valeur qui ne l'est pas, parce que c'est un vrai sujet. Ouais. La valeur verte, pour l'atteindre, je prends une maison dans la Loire, 140 000 € et 100 000 € de travaux. Pratiquement, le montant des travaux est quasiment égal au prix d'acquisition. La valeur verte, c'est le montant cumulé des deux. Voilà pourquoi nous sommes défendeurs de la VEFRE, que vous aimez tant. Alors, redites-nous ce que c'est que la VEFRE. La vente en état futur de rénovation énergétique, c'est ce qui permet d'inclure le montant des travaux nécessaires à l'obtention d'une valeur verte, permettant au banquier de s'asseoir sur une valeur vénale réelle, à l'appui d'une garantie, et financer l'intégralité de l'acquisition, travaux compris. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que des acheteurs se positionnent sur un marché à 140 000, on est obligé d'amener un audit énergétique au moment de la mutation de l'acte, et le banquier dit « Ah oui, mais moi, les travaux, je ne vous les financerai pas, parce que dans tous les cas, je ne vous les financerai pas dans les 5 ans. » Donc, on est aujourd'hui en train d'acculturer un acquéreur sur cet objectif. Et là, l'objectif à atteindre, il dépend du législateur. C'est rien, c'est 2 lignes dans le CCH qu'on demande en modification depuis 2 ans et demi. C'est une façon d'accélérer la valeur verte. Mais aussi parce qu'il faut qu'elle soit atteignable, cette valeur verte. Dans les copropriétés, et encore, je le dis, aujourd'hui, l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux, la mise en évidence, et on a toujours dit que ce calendrier était intenable, c'est 5 ans aujourd'hui le délai pour arriver à atteindre une valeur verte dans les copropriétés. Donc ce n'est pas à coup de menace, de sanctions au travers d'une indécence qu'on va arriver à accélérer un processus de valeur verte. Je crois qu'il y a un problème de pédagogie dans la méthode que nous n'avons pas. Il faut préférer l'incitation, l'éducation et la sanction. Oui, et d'autant qu'en plus, encore faut-il pouvoir se fier à tous les professionnels dans ce parcours en vue d'atteindre cette valeur verte. Et ça, c'est un vrai sujet, Assad, pour lequel vous militez depuis très, très longtemps, en disant, voilà, nous, on est devenus incontournables, les diagnostiqueurs, les entreprises de la rénovation derrière, pareil. Le problème, c'est qu'on a lancé des obligations et qu'on ne s'est pas assuré que le fonctionnement derrière de la profession était suffisamment bien organisé. Oui, et pour revenir aux transactions, ce qui se passe aujourd'hui avec ces nouvelles obligations et celles qui vont arriver, c'est la lenteur dans la transaction. C'est-à-dire que les transactions deviennent de plus en plus longues et elles vont s'accentuer avec les nouvelles mesures qui arrivent. Je m'explique. Dans ces nouvelles mesures, il va y avoir l'obligation du donneur d'ordre sur place pour pouvoir vérifier l'identité du diagnostiqueur à travers son QR code. Donc mais ça c'est une bonne chose, non ? C'est une très bonne chose, mais ça va nécessiter
l'obligation de la présence du donneur d'ordre, éventuellement du professionnel de l'immobilier. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pourrait éventuellement contribuer à un ralentissement Du marché. du marché, du moins une augmentation du délai de transaction. Ensuite, vous allez avoir le QR code qui va être affiché sur le DPE. Donc là, ça va être l'objet aussi de tractation. Tout le monde va vouloir regarder si tous les paramètres qui ont été collectés sur place correspondent à ce qu'ils retrouvent sur ce QR code. Et autre chose, et pas des moindres, c'est cette étiquette qui va être distribuée a posteriori de la visite. C'est-à-dire que le diagnostiqueur va collecter toutes ces données, envoyer ça à l'ADEME, et l'ADEME, a posteriori, délivrera l'étiquette. Et à l'issue de cette étiquette-là, le diagnostiqueur devra émettre ses recommandations pour gagner le nombre de classes nécessaires. Et ça va augmenter davantage le délai de transaction, ce qui n'est pas très favorable pour le marché immobilier, parce qu'on sait que plus les délais sont longs, plus l'acheteur papillonne, etc. Et ça, c'est souvent pas très bon pour le marché. Pardon, messieurs, mais j'ai l'impression que c'est un peu inextricable, ce sujet de la rénovation, parce que ça va prendre du temps et de toute façon, ça va nous coûter aussi du temps dans vos business respectifs. Est-ce que justement, pour relancer ce marché de l'immobilier, je pense notamment, puisqu'on avait démarré par ça, par l'investissement locatif, est-ce que c'est pas justement, du coup, davantage sur la fiscalité où on peut agir vite, très vite, pour redonner un peu de l'attrait à l'investissement locatif? Est-ce que finalement, il n'y a pas un autre biais, parce que là, on voit que c'est un peu compliqué? Non, mais Marie, je pense qu'aujourd'hui, un investisseur, quand il regarde le marché de l'immobilier, le marché de l'investissement locatif, il est complètement désemparé, quoi. Il faut restaurer, ce qu'on a dit il y a 2 ans et demi, la confiance de l'investisseur. La confiance, elle ne passe pas uniquement par un avantage fiscal. La boîte à fric de l'État, ce n'est pas uniquement pour relancer un marché. Il faut envoyer des signaux de confiance. Il faut amener de la stabilité aussi sur une vision pragmatique et programmatique du logement. On ne peut pas être sans arrêt avec des politiques de stop and go. Alors on se rend compte qu'il y a une escroquerie à MaPrimeRénov', on le savait déjà depuis 2019, ça concerne 20 ou 30% des dossiers. On a un DPE qui n'est pas fiable. On a fait une proposition, nous, pour un DPE fiable, que ce DPE ne soit pas uniquement un simulateur. J'ai vu un diagnostiqueur, ils sont sur le terrain. Alors attendez, si je mets 1 centimètre, notamment d'isolant en plus, ça vous fait monter la note. Alors on voit, entre les frontières, entre les G et le F, on voit le nombre qui augmente. Moi, nous, on dit simplement, mais quand on est technicien, on est professionnel, une fois qu'on a mis tous ces critères, on appuie sur le bouton, c'est définitif, il ne revient plus, il est transmis à l'ADEME, le DPE est opposable. Voilà ce qu'on appelle une mesure précise et non un simulateur de DPE. Ouais, je regarde Assad. Non, mais on a un problème en France, quand on parle d'immobilier ou de bâtiment, c'est que pour en voir les effets, c'est 5 à 10 ans. Et nous, on veut tout faire trop vite, tout de suite, et on veut des effets dans 6 mois. Voilà. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de restaurer la confiance du Français, de l'investisseur. Ça passe déjà par un DPE fiable. Et ça passe par un DPE qui n'est pas une sanction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est F ou G qu'on ne peut plus louer ou qu'on doit diviser par 2 son prix de vente. Il aurait fallu peut-être d'abord fiabiliser le DPE complètement et ensuite arriver progressivement à une interdiction. On est allé trop vite, quoi. On est allé trop vite, comme souvent dans l'immobilier, alors que ça ne doit pas être le cas. C'est surtout la loi climat-résilience, vous m'avez toujours entendu le dire, il n'y a pas eu d'étude d'impact à la hauteur des enjeux. Et j'ai aussi souvent dit, cette loi climat-résilience, on a du mal à l'ingérer. On va mettre encore beaucoup plus de temps pour la digérer. Et ça, effectivement, la digestion, c'est jusqu'en 2050. Et on n'a pas fini, on n'est pas, je dirais, à la fin des obstacles, des embûches que l'on va rencontrer. On en est aux prémices. Mais le charbon, ça marche bien. Merci. L'énergie électrique, supprimant de coefficient de pondération de l'électricité par rapport au gaz. Et on va sortir des passoires énergétiques. Non, mais évidemment, Assad, il y a des combats que mène Assad, mais qui sont techniques, mais qui sont la clé de ce Depuis 1 an et demi, on ne cesse de le dire également aux côtés. Donc voilà, on travaille. On est d'accord. Il n'y a pas d'écho dans la filière. Alors allons-y, tous ensemble. On prend en compte le mix énergétique. On est sur un coefficient de 2,3. Donc vous avez le malheur de chauffer en électricité. Vous êtes isolé de partout. Vous êtes pénalisé. Vous êtes puni. Est-ce que c'est bien normal, ça? Alors que le gaz est finalement... Et l'Europe recommande 1,9. Pourquoi on a 2,3? Au moins s'aligner sur la 1,9. Mais en fait, le sujet, c'est de dire on a tous la même volonté commune de décarboner notre parc, de permettre le confort d'hiver et le confort d'été. Encore faut-il que les choses soient suffisamment bien faites et organisées. Si je peux me permettre, il y a quand même des contributions qui sont excellentes quand on voit les parties prenantes autour des tables. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi le rendu final, à un moment donné, il se retrouve biaisé comme ça.
en dernière minute. Ce ne sont pas des lois transpartisanes, ce sont des conflits partisans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Je vous laisse propriétaire de vos propos. Merci à Loïc Quentin, le président de la FNAIM, et merci à Assad Webb, le président de la Fédération de diagnostiqueurs FedExpert. Vous reviendrez sur le plateau, il y a plein de sujets à aborder, parfois techniques, mais qui sont quand même la clé de ces marchés de l'immobilier. Je dis c'est parce qu'il y en a plusieurs. Merci de nous avoir suivis dans les experts de l'IMO. Demain, on parlera immobilier géré, figurez-vous. Est-ce que c'est encore un bon plan au-delà de l'investissement locatif? On verra quand même les spécificités à l'intérieur de cet investissement locatif. D'ici là, je vous laisse avec Lorraine Goumeau. C'est l'heure de tout pour investir sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.